C'est un ingénieur des eaux et forêts de l'Empire autrichien. Il va révolutionner la navigation. Il veut doter les bateaux à vapeur qui relient Trieste à Venise d'un nouveau système de propulsion. Mais de puissants négociants veulent contrecarrer ces projets pour protéger leurs intérêts. Désavoué par ses supérieurs, il persévérera malgré les intrigues et les revers de fortune. Cet homme, volontaire et ingénieux, c'est Josef Ressel, l'inventeur de l'hélice marine. Vous voyez bien que ça fonctionne. Le commerce maritime génère un trafic intense. Toutes les mers du globe, ou presque, lui sont ouvertes. Et les navires rivalisent de gigantisme. La dernière génération de cargo peut transporter 11 000 conteneurs. De tels cargos sont propulsés par une seule hélice motrice d'une puissance de plus de 73 MW. Une seule vis tournant dans un écrou. Un procédé génial inventé il y a à peine plus de 150 ans. Un soir d'octobre 1829 dans le port de Trieste, sur l'Adriatique. Demain, le Civetta prendra la mer. Il sera propulsé par une hélice conçue par Josef Ressel. Il y a des années que l'homme attend la mise à l'épreuve de son invention. Tout commence 8 ans plus tôt, lorsque Josef Ressel est muté de sa Bohème natale à Trieste, en Istrie, qui fait alors partie de l'Empire autrichien. Le jeune homme a été nommé responsable de la gestion des forêts littorales. Les arbres produisent du bois pour la marine impériale, notamment le chêne, qui fournit du bois tors utilisé pour la quille, les membrures et les éléments de raccord des navires. Les fonctions de Ressel consistent à évaluer les stocks, sélectionner les bois et assurer les livraisons jusqu'à Venise, qui fait également partie de l'Empire autrichien. Mais sa vraie passion, c'est la technique. Il a sans cesse des idées d'amélioration. Nouvelles formules de calcul, nouveaux instruments de mesure, nouveaux réseaux de sentiers. Un zèle qui finit par irriter ses supérieurs. C'était un homme qui débordait de projets. Il travaillait sans cesse à de nouvelles inventions. À Trieste, c'est la mer qui lui a inspiré ses idées. Depuis qu'il habite sur le littoral avec sa petite famille, il s'intéresse de plus en plus aux bateaux et à la navigation. C'est au cours d'un déplacement en Istrie que Ressel a rencontré Jacobine, qui est rapidement devenue sa femme. Et voilà mon trésor. Tu es tout propre maintenant, tu sens bon. Je vais te sécher et je vais te raconter une histoire. Tiens, mais qui je vois Et là? après, tu iras au lit. Un petit poisson tout mouillé qui va aller se coucher. Oui, il est déjà mon tard grand. pour les petits poissons. Bonne nuit, mon chéri. Au revoir, au Dis revoir. bonsoir à ton Fais de papa. beaux rêves. Tu vas bien dormir maintenant. Il consacre son rare temps libre à inventer. Il obtient un brevet pour un nouvel appareil de mesure qui ne lui rapporte rien. Son salaire annuel de 800 florins lui permet de faire vivre sa famille. Que nous faut-il de plus qu'une chaise, une table et un lit pour être heureux, dit-il à sa femme. À cette époque, la liaison entre Trieste et Venise est assurée par un unique bateau à vapeur, le Carolina. Le trajet dure 19 heures. Le vacarme, les secousses et la suie font de la traversée un calvaire.
Le monopole de la navigation dans le golfe de Venise est détenu par un homme d'affaires anglais, William Morgan, qui deviendra un farouche adversaire de Ressel. Les clients de Morgan se plaignent continuellement. Certains passagers du vapeur réclament même des dommages et intérêts. Morgan leur rétorque qu'ils n'ont qu'à prendre le bateau courrier, encore plus lent. Seule la flotte de Morgan assurait la liaison entre Trieste et Venise, les ports les plus riches du nord de l'Adriatique. À l'époque, les bateaux à vapeur étaient encore très petits et très chers. Ancora nel 1850, solamente la posta. Jusqu'en 1850, ils servaient au transport du courrier, des marchandises de valeur et des nobles fortunés. Gente facoltosa poteva navigare su una nave a vapore. À cette époque, quelques bateaux à vapeur sont utilisés pour la navigation côtière. Ils ne sont pas adaptés à la forte houle. Les roues à aubes, disposées de chaque côté, ont tendance à émerger complètement de l'eau et à tourner dans le vide. Même dans des conditions optimales, la propulsion d'un bateau à vapeur a un rendement médiocre. Car la roue effectue la moitié de sa révolution hors de l'eau. Et lorsqu'elle est immergée, elle déséquilibre le bateau. Au final, seul un sixième de la poussée générée par les roues sert à faire avancer le bateau. Attends, laisse-moi t'expliquer. Voilà comment ça fonctionne. Le courant entraîne la roue du haut et le mouvement est transmis à celle du bas par une chaîne. Je vois, mais ça m'a l'air bien compliqué. Oui. Un soir de 1825, les Russell reçoivent un couple d'amis. C'est de ça que tu as besoin? Qu'est-ce que je ferais sans toi? Tu es merveilleuse. Merci. Joseph rentre justement d'un voyage à Venise à bord du bateau à vapeur. Voilà, je vais pouvoir l'ouvrir. Il décrit à sa femme et à ses amis tous les inconvénients des roues à aubes, Pas autant que notamment leur emplacement déplorable, qui les rend vulnérables lors des manœuvres de mouillage et qui fait d'elles une cible de choix pour les artilleurs des bateaux de guerre. Je peux goûter? Et soudain, ce tire-bouchon lui donne une idée. Si une vis peut s'enfoncer dans un bouchon, elle peut faire la même chose dans l'eau. Viens, tape s'il te plaît, Joseph. On n'attend plus que toi. Qu'est-ce que tu fais? Viens, Ressel, tu peux poser le tire-bouchon. Elle est ouverte, ta bouteille. Ne suffirait-il pas d'atteler une vis à l'avant d'un navire pour qu'elle le tracte? Savoir soif. Oui, j'arrive. Toujours dans la lune. Joseph Ressel vient de faire une découverte à laquelle il consacrera toute sa vie. Santé. L'hélice marine. Santé. Mais comment calculer ses proportions? De nos jours, dans un chantier naval européen, on y construit un porte-conteneurs d'une taille sans précédent. Concevoir une hélice, c'est comme créer un vêtement. L'hélice doit être adaptée au moteur, mais aussi aux dimensions du navire. Cette double exigence nécessite une étude minutieuse et approfondie. Diamètre de l'hélice, plus de 9 mètres. L'équivalent d'un immeuble de 4 étages. Elle est censée générer une puissance de 73 mégawatts, ce qui est une véritable prouesse technologique. Les armateurs ont exigé ce système de propulsion. Sa structure est simple, il a un rendement élevé et sa maintenance est facilitée. Joseph Ressel a étudié la chimie, la mécanique et l'hydraulique à l'université de Vienne. Lorsque son père s'est retrouvé sans emploi, Joseph a dû arrêter ses études et devenir forestier. Mais sa fascination pour la technique est demeurée entière. Il sait que plus de 2000 ans auparavant, Archimède a découvert le principe de la vis sans fin, qui fut appliqué à l'irrigation des champs. Son principe a été réactualisé il y a quelques décennies et mis en œuvre pour drainer de vastes superficies en Hollande.
Et si ce principe s'appliquait à la navigation? Y a-t-il moyen de fixer la petite vis d'Archimède sur un bateau de telle sorte qu'elle exerce une poussée sur l'eau et le fasse avancer? Ressel rédige des notes. Il compte déposer le brevet de son invention. Mais pour la développer, il lui faut de l'argent et un commanditaire. Il démarche plusieurs négociants influents de Trieste, dont William Morgan, pour les convaincre de fournir les fonds nécessaires à la construction d'une hélice en métal et d'un bateau pour les essais. Morgan étudie attentivement les documents, mais refuse de financer un système qui concurrencerait son bateau à vapeur. Ressel est consterné. Jamais ses moyens ne lui permettront de financer lui-même son invention. Partout, il se heurte à l'incompréhension et au refus, et il devient bientôt la risée de tous. Pourtant, Ressel n'est pas le premier à avoir entrevu le potentiel de la propulsion par hélice. Déjà au XVIIIe siècle, des expériences avaient été faites par Bramar, Lyttelton et Shorter. Mais c'est Stevens qui, en 1804, réussit à atteindre une vitesse de 4 nœuds, grâce à une hélice de type moulin à vent et à une machine à vapeur de Watt. Bien avant, Léonard de Vinci avait déjà eu l'idée d'utiliser une hélice comme moyen de propulsion. À la fin du XVIIe siècle, ce fut le mathématicien anglais Robert Hooke qui dessina des ailes de moulin à vent pour faire avancer les bateaux. Et à la fin du XVIIIe siècle, Robert Fulton, un ingénieur américain, tenta de construire un sous-marin à hélice, le Nautilus. Mais aucune de ses recherches ne fut publiée. Et on ignore si Ressel en eut connaissance. Ressel dépose un brevet pour son hélice. L'enregistrement coûte 26 florins, la moitié du salaire mensuel de Jacobine qui s'acquitte de la dépense. J'ai parlé de votre projet au chef la semaine dernière. Ah, très bien. Et qu'est-ce qu'il en dit? Ça ne l'intéresse pas, il avait l'air indifférent. Monsieur, Oui. il y a 2 messieurs à l'entrée, je sais pas... Sur le chantier naval de Trieste, Joseph Ressel a sympathisé avec un collègue, un certain Zanon, qui soumet l'idée de Ressel à son chef. Monsieur Ressel, ces 2 messieurs aimeraient vous parler. Au printemps 1826, Julian et Tossiti, 2 négociants de Trieste, se présentent sur le chantier. Ils ont entendu parler du projet de Ressel. Et que l'hélice est fixée sur cet arbre. Oui, je vois. Je crois avoir compris moi aussi. L'hélice tourne dans l'eau. Et à chaque Favorablement impressionnés, les 2 hommes donnent 60 florins pour la fabrication d'une hélice en métal et prêtent leur barque pour les Il faut essais. ajouter que l'idéal serait de fabriquer l'hélice en métal, de préférence en bronze, pour qu'elle ait une plus grande résistance à l'eau de mer. C'est prometteur. Je sais que ça peut fonctionner. Aujourd'hui, pour qu'un porte-conteneur à pleine charge avance à la vitesse de 50 km/h, il faut générer une force de poussée conséquente. À plein rendement, les pales de l'hélice battent l'eau à 150 km/h. Des bulles de vapeur se forment alors. C'est la cavitation. Si ces bulles implosent, l'onde de choc peut avoir des effets destructeurs. Lorsque les bulles d'air éclatent sous l'effet de la cavitation, les pales subissent des impacts considérables, elles s'érodent, l'hélice se déforme et devient inutilisable. Contrôler la cavitation est une étape cruciale de la conception. Avant de lancer la production de l'hélice, on la teste sur maquette. Dans un immense bassin, on analyse le comportement de la coque et de l'hélice. Le phénomène de cavitation n'est visible qu'au stroboscope. Les bulles doivent éclater derrière les pales de l'hélice et en aucun cas sur elles.
Les simulations sont effectuées à des vitesses variables. Malgré tous ces tests, il faudra exploiter le navire pendant 6 mois avant de savoir si l'hélice résiste à la charge sur la durée, si sa conception est parfaitement adaptée à la coque du navire et si la cavitation peut être contrôlée, quelle que soit la vitesse. À l'époque de Ressel, le problème de la cavitation était inconnu. En février 1827, le forgeron Franz Hermann livre l'hélice. Elle mesure 45 cm de diamètre et a été coulée en bronze. Ressel écrit « L'endroit le plus favorable pour fixer l'hélice est l'étrave. Je déconseille de la placer à l'arrière, où les turbulences créées par le bateau diminueraient son rendement. » À l'endroit où l'arbre d'hélice passe au travers de la coque, il doit être conique pour assurer son étanchéité. L'arbre doit être à l'horizontale de l'eau. S'il est incliné, il risque d'entraîner le bateau vers le bas ou vers le haut. Ressel place l'hélice bien au-dessous de la ligne de flottaison, espérant obtenir un rendement optimal. Il ajoute « La prudence commande de protéger l'hélice par un arceau de fer. Par forte houle, elle souffrira moins. » Ressel propose d'utiliser un moteur à vapeur, mais sa première hélice sera actionnée par la force musculaire. À l'heure de la mondialisation, l'industrie du transport maritime connaît un essor sans précédent. On demande toujours plus de capacité. Et les hélices grossissent en même temps que les navires. Dans cette usine du Mecklembourg, en Allemagne, on fond 130 tonnes de cuivre, de nickel et d'aluminium pour fabriquer la plus grosse hélice du monde. La société qui le construit est numéro 1 sur le marché mondial. Elle vend des hélices pour des porte-conteneurs, des paquebots comme le Queen Mary 2 et des bâtiments militaires. La fabrication d'une hélice requiert une vigilance constante, a fortiori quand elle fait plus de 9 mètres. Aucune bulle d'air ne doit se former dans le métal en fusion. La coulée de l'hélice dure 20 minutes. Mais il faudra attendre 1 semaine que l'alliage est refroidi pour savoir si elle est réussie. Des milliers de navires au long cours sont actuellement propulsés par des hélices. Une idée inconcevable il y a 150 ans. C'est le jour J. Josef Ressel est prêt à tester son hélice dont il a obtenu le brevet il y a 2 mois. L'hélice produit beaucoup de bruit et fait fuir les poissons, à tel point que quelqu'un déposera une plainte auprès de la police. Mais la spirale en bronze de Ressel fonctionne. La barque avance et a une cadence fluide. Des promeneurs assistent, médusés, au spectacle de cette barque qui avance comme poussée par une main invisible. Cette première expérience réussie ne fait pas que des heureux. Morgan craint d'avoir sous-estimé l'obstination de Ressel. Cet inventeur fou pourrait-il malgré tout menacer ses affaires ? Voilà. Ça y est, la vis fonctionne! Pour Ressel, c'est une percée technologique. Bientôt, son hélice lui apportera la célébrité et la richesse. Josef Ressel. Fontana, heureux de vous rencontrer.
Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite? Quelque temps plus tard, un négociant de Trieste fait une offre à Ressel. Si vous voulez bien en prendre connaissance. Il veut financer la construction d'un paquebot à vapeur propulsé par hélice. Et il lui promet une participation aux bénéfices en échange de son brevet. Ressel accepte. Les deux hommes font imprimer un avis annonçant la création d'une société pour l'exploitation de bateaux à vapeur propulsés par hélice entre Trieste et Venise. Tout de suite après, en juin de la même année, Morgan fait appel. Il refuse que Ressel mette en service un bateau à hélice entre Venise et Trieste. Morgan est furieux. Il détient tout de même l'exclusivité avec son bateau à vapeur. Cet individu doit être stoppé une bonne fois pour toutes. Alors que Joseph Ressel est en déplacement en Istrie, où il restaure des fossés de drainage, il apprend que sa femme est gravement malade. Il rentre aussitôt à Trieste. Mais les médecins ne peuvent plus rien pour elle. Elle meurt, probablement de la tuberculose. Ressel se retrouve seul avec ses 3 enfants. C'est le début d'une période difficile. Quelque temps après la mort de sa femme, il perd également sa fille, Paolina. Il se retrouve seul avec ses 2 jeunes fils. Il a également de nombreuses dettes à régler. Les frais hospitaliers, les médecins, les médicaments. Et pour couronner le tout, il s'accroche avec ses supérieurs. Monsieur Ressel, j'ai entendu dire que vous aviez fréquemment affaire à la police. Je ne comprends pas. La police a annulé l'avis de fondation de sa société au motif que Ressel ne l'aurait pas soumis à la censure. Je vous assure qu'il s'agit d'une erreur. Furieux, le supérieur de Ressel lui interdit désormais toute activité publique. Disparaissez, je ne veux plus vous voir. Allez! Peu après, la Chambre impériale émet un décret interdisant à Ressel d'exploiter la ligne Trieste-Venise, en faisant prévaloir le privilège de Morgan. Ressel ne baisse pas les bras. Il doit absolument faire annuler le décret, sans quoi il pourra dire adieu à l'aide de Fontana. Il part pour Vienne. Il veut convaincre le président du gouvernement, le comte Soro, que le privilège de Morgan s'applique uniquement aux bateaux à vapeur, pas aux bateaux à hélice. Le comte Soro lui accorde ce qu'il demande, mais à une condition, que la machine à vapeur soit fabriquée en Autriche, plus précisément dans l'usine du baron Baldacci. Ressel aurait préféré qu'elle soit fabriquée par les Anglais, dont le savoir-faire est grand. Mais il accepte. Un compromis qui lui coûtera cher. Quelques 150 ans plus tard, la plus grande hélice du monde est sortie de son moule. D'un diamètre de 9,60 m, elle va équiper un cargo porte-conteneurs de la dernière génération. Un nouveau record est atteint. La propulsion par hélice s'est développée progressivement pour atteindre les ordres de grandeur actuels. Une puissance de plus de 73 MW pour une hélice, c'est phénoménal. La coulée de l'hélice a réussi. Pour vérifier que la pièce est conforme au plan, on la mesure au millimètre près. Puis, les pales sont usinées avec une gigantesque fraiseuse automatisée. La pièce est résistante à l'eau de mer. L'alliage de bronze est tendre, facile à usiner et se répare bien mieux que le fer ou l'acier.
Les finitions sont réalisées à la main, notamment le profil des pales, pour réduire au minimum les vibrations subies par l'hélice et atteindre la considérable puissance de propulsion requise. À l'automne 1828, un certain Louis Bauer se rend à Trieste. Il représente des hommes d'affaires parisiens intéressés par l'invention de Ressel. Ressel era troppo buono. Ressel était un homme généreux. Il voulait que le monde entier récolte les fruits de son invention. Mais il n'avait aucun sens du commerce. Il a donné tous ses plans à ce Louis Bauer, sans le connaître, sans signer de contrat, sans aucune précaution. Senza avere nessuna sicurezza di questa persona, gli mise in mano tutto quello che aveva. Bon. Regardez, vous avez ici l'ensemble des schémas. Ils sont suffisamment clairs et détaillés pour n'importe quel artisan. Comme vous le voyez, c'est ici que l'arbre devra être fixé. Ça va marcher, ce n'est pas compliqué. Ce qu'il faut, c'est que le travail soit exécuté avec soin. S'il s'avère impossible de fabriquer l'hélice d'un seul tenant, on peut fabriquer les différentes pièces séparément et les assembler ensuite. Ressel donne ses plans à l'étranger et lui assure qu'il se tient à sa disposition pour se rendre à Paris en cas de besoin. Tenez, je vous confie les schémas. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance. Portez-vous bien. Merci, au revoir. Hiver 1828. La construction du Civetta, le bateau de 20 mètres destiné à tester l'hélice de Ressel, avance à grands pas. Il coûtera environ 30 000 florins à Fontana. Il doit être actionné par une machine à vapeur de 6 chevaux. Ressel estime que c'est trop peu par rapport à la taille du bateau. Par sécurité, il fait ajouter des mâts. Si l'hélice tombe en panne, on pourra toujours manœuvrer le bateau comme un voilier. En mars de l'année suivante, l'hélice du Civetta est enfin achevée. 1,50 m de diamètre, fabriquée en cuivre. Ressel est heureux. Il sent qu'il touche au but. Cette fois-ci, l'hélice sera montée entre la coque et le gouvernail. Au départ, Ressel voulait installer l'hélice à l'avant. Mais il a changé d'avis. Il s'est dit que le travail de l'hélice générait une contrainte supplémentaire sur la coque du bateau. Une hélice placée à l'étrave du navire aspire l'eau et la brasse vers l'arrière, ce qui augmente les turbulences. Si elle se trouve à l'arrière, le sillage améliore le rendement du safran, la partie immergée du gouvernail. Cet emplacement est encore adopté de nos jours. Avril 1829. Ressel se rend à Paris. Louis Bauer veut qu'il présente personnellement son invention aux négociants français. Fontana appuie sa démarche. Il y voit une occasion de rentabiliser le brevet à l'étranger, tandis qu'à Trieste, on attend la livraison de la machine à vapeur pour le Civetta. L'inventeur fait une démonstration sur la scène. Plusieurs articles élogieux paraissent dans la presse, mais son nom n'est pas cité. Les négociants parisiens se laissent attribuer le mérite de l'invention. Pire, ils ont déposé le brevet de l'hélice à leur nom plusieurs mois auparavant.
et refuse de verser la moindre compensation financière à Ressel. Parigi è stato un disastro. Le séjour à Paris fut désastreux. Joseph n'avait plus un sou. Et Fontana refusait de lui en envoyer. Joseph vivait au jour le jour. Il ne pouvait plus payer l'hôtel, avait à peine de quoi manger. Ressel ne peut pas non plus payer son billet de retour. Il se rend à la Bourse du Commerce, point de rencontre des négociants de Trieste, où il espère trouver une solution. Louis Bauer annonce à Ressel que ses associés vont commercialiser son invention sous leur propre brevet en France et en Angleterre. Quelque temps après, le brevet d'une hélice de bateau est effectivement déposé à Londres. Le plan est presque identique à celui de Ressel. Il est bien écrit que l'idée originale vient d'un étranger, mais le nom de Ressel n'est pas mentionné. 2 mois plus tard, Joseph Ressel réussit à rentrer chez lui à Trieste. Il apprend que Fontana songe à se retirer du projet. Au début de l'été, la machine à vapeur est enfin livrée. Son assemblage dure 3 mois. Malheureusement, les premiers essais montrent qu'elle n'est pas fiable. À cette époque, plus aucun négociant de Trieste ne croyait à l'hélice de bateau. La seule possibilité de s'enrichir avec ce concept, c'était la liaison Trieste-Venise, Venise-Trieste. Mais Morgan avait le monopole de ce trajet. Et il avait commandé un 2e bateau à vapeur, beaucoup plus rapide que confortable. Mais toujours un bateau à roues. Octobre 1829. Dans le port de Trieste, le Civetta s'apprête enfin à appareiller. Franz Hermann, qui a forgé l'hélice, est aux commandes. Le Civetta prend lentement de la vitesse et quitte peu à peu le port. Tout semble se dérouler pour le mieux. Le Civetta met le cap au large à vitesse constante. Plusieurs invités sont à bord, dont le capitaine du port et le préfet de police. Les détracteurs de Ressel sont bien obligés de reconnaître que son invention fonctionne. Même Fontana est de bonne humeur. Son affaire est enfin en bonne voie. Tandis que Ressel explique à un professeur d'université et à son épouse le fonctionnement de son hélice en bronze, un incident se produit sous le pont. Une épaisse fumée a envahi la salle des machines. Hermann tente de faire baisser la pression de la chaudière. Nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le joint d'une canalisation a lâché. Certes, la machine est tombée 13 fois en panne lors des premiers essais, mais aujourd'hui, c'est une fois de trop. Attention, c'est brûlant. Bon sang! Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème mécanique. Non! Hermann et Ressel tentent de colmater la fuite. Allez, vas-y, essaye! Essaye encore une fois! Allez, il faut absolument colmater! Il faut colmater, bon sang! Rien à faire. Il faut laisser refroidir la machine. C'est la seule solution. Un problème? Les réparations durent 2 heures. Le préfet de police ordonne alors de mettre fin à l'expérience. Il vaut mieux en rester là. Ressel est indigné. Vous ne pouvez pas... Son hélice n'y est pour rien. S'il vous plaît, attendez. Vous pouvez pas me faire ça. La machine à vapeur n'aura fonctionné correctement qu'une dizaine de minutes en tout. Le Civetta aura parcouru un demi-mille propulsé par l'hélice.
Morgan jubile. Plus personne ne viendra contrarier ses plans. Fontana prétexte les mésaventures de cette journée pour se retirer du projet. À l'Institut de recherche marine de l'Université de Trieste, on a fabriqué une maquette de l'hélice du Civetta. Premier test, dans un tunnel à cavitation, des chercheurs observent son comportement lorsqu'elle est soumise à une puissance équivalente à celle d'une machine à vapeur de 6 chevaux. Quelle pouvait être l'efficacité de l'hélice originale? Second test, cette maquette du Civetta reproduit les dimensions, le poids, le glissement de l'original. Bien sûr, l'hélice est à l'échelle. Des essais visant à déterminer la vitesse maximale de la maquette commencent dans le bassin. Des témoins de la traversée du Civetta ont affirmé qu'il avait parcouru une distance d'environ 800 mètres à 4 ou 5 nœuds. L'expérience démontre que le Civetta aurait pu avancer au moins 2 fois plus vite. Ce sont donc les mauvaises performances de la machine à vapeur qui l'en ont empêché, et pas l'hélice. L'hélice du porte-conteneur est achevée. C'est la première d'une série de 6, commandée par une compagnie de navigation danoise. Coût, 1,5 million d'euros chacune. Avant d'être livrée, elle est mesurée à nouveau et la densité du matériau vérifiée. Une série de tests est également menée avec l'arbre qui accueillera l'hélice. Le moyeu sera élargi de quelques millimètres, puis monté sur l'axe conique. Mais seul le dernier test de navigation en haute mer confirmera que l'hélice est parfaitement adaptée à la coque et que la cavitation et les vibrations qu'elle engendre sont contrôlables, quelle que soit la vitesse. Après le fiasco du Civetta, Ressel veut faire une nouvelle tentative. Fontana a beau avoir perdu tout intérêt pour le projet, il détient toujours le brevet. Ressel exige qu'il remplisse sa part du contrat. « Gardez votre contrat, je garde mon argent », lui répond Fontana. Ressel est foudrage et porte plainte contre Fontana. Les documents du procès sont conservés aux archives publiques de Trieste. Il se déroule devant 3 instances et dure 4 ans. Mais Fontana décède avant que le jugement soit rendu. Ses fils proposent de transiger. Ressel accepte et perçoit environ 3400 florins à titre de dédommagement, une somme qui couvre à peine ses frais. L'épisode achève de le disgracier. Son supérieur le fait muter à Montona, un petit village d'Istrie. Entre-temps, Joseph a épousé Teresa, la nourrice de ses enfants, avec qui il aura 7 enfants. Bien que promu inspecteur des forêts littorales, Ressel voit son salaire baisser de 800 à 600 florins. Il a en charge les forêts qui entourent Montona. Certaines longent le fleuve Chietto. Ces forêts sont en triste état. Le fleuve les inonde régulièrement et les dépôts de vases font mourir les chênes et les ormes. La région est insalubre et la malaria fait des victimes parmi les ouvriers forestiers.
Ressel remet en état les fossés de drainage et rénove les sentiers d'accès. Il procure à ses collaborateurs des logements situés en altitude et loin des marais. Le vol de bois est un délit répandu et il expose son auteur à de lourdes sanctions. Mais Ressel, sensible à la misère du peuple, ferme les yeux. Il vaut mieux qu'il prenne le bois d'éclaircie plutôt que les billes de plus grande valeur. Des années durant, il harcèlera sa hiérarchie pour qu'elle procède au reboisement des plateaux calcaires du karst. En vain. Jusqu'au jour où son obstination est récompensée. Sous son impulsion, de vastes étendues de l'Istrie, allant jusqu'à la côte dalmate, seront reboisées. Parallèlement, Ressel travaille à de nouvelles inventions. Il améliore la charrue grâce à un soc à largeur variable. Invente une voiture à vapeur pour rouler sur route. Un moulin à blé à cylindre. Et un roulement à billes. En 1843, Ressel est employé par la marine de guerre. Il travaille à Venise où sont construits les navires de la flotte autrichienne. Pendant 2 ans, il se familiarise avec la construction navale dans le but d'optimiser le transport du bois. La navigation stimule toujours autant son ingéniosité. Il invente une technique pour courber le bois à la vapeur et suggère d'utiliser le fer dans la construction des quilles et des membrures. À l'arsenal de Venise où il travaille, les constructeurs de navires de la marine impériale déclinent poliment ses propositions. Ils préfèrent s'en tenir à leur méthode traditionnelle. À l'étranger, en revanche, on est depuis longtemps sur la voie du progrès. L'industrie britannique jouit alors d'une supériorité indiscutable. Non seulement les Anglais sont capables de fabriquer des machines à vapeur plus performantes, mais l'amirauté encourage l'innovation dans la construction navale. Dans un chantier naval de Bristol, on construit un paquebot d'avant-garde, le Great Britain, d'après les plans du célèbre ingénieur Isambard Kingdom Brunel. Sa coque et sa charpente sont en fer, et il est propulsé par hélice. Depuis plusieurs années, un fermier anglais, Francis Pettit-Smith, multiplie les expériences avec une vis d'Archimède. Or un jour, celle-ci se casse par accident et Smith constate que le bateau avance alors plus vite. C'est le déclic. Smith a des relations bien placées. Il va pouvoir développer son idée. Le Great Britain est un paquebot de luxe, conçu pour battre le record de la traversée de l'Atlantique. Initialement, il devait fonctionner avec des roues à aubes. Mais son ingénieur change d'avis durant la construction et choisit de l'équiper de l'hélice de Smith. Celle-ci s'inspire-t-elle de l'invention de Ressel ? Charles Kummeroff a dessiné un plan très approchant 2 ans après Ressel. J'ignore tout du contexte de son invention. Rien ne prouve ni n'affirme qu'il a plagié Ressel. 8 ans plus tard, Francis Pettit-Smith trace un plan similaire. De ces 3 inventeurs, le premier n'avait pas du tout le sens des affaires, contrairement aux 2 autres qui étaient des commerçants avisés. Malgré les infortunes, Joseph Ressel persévère.
il poursuit le développement de son hélice, d'abord avec un moteur inspiré par les nageoires des poissons. C'est alors qu'il a une idée de génie, une idée visionnaire. Si on parvient à diriger la poussée de l'hélice, le navire sera plus maniable. Cette idée ne sera mise en pratique que bien des années plus tard, avec le développement de la propulsion par pod. Le principe de ce système est développé en 1955 par deux ingénieurs allemands. Le moteur est placé dans une nacelle située à l'extérieur de la coque et orientable à 360 degrés. Il est alimenté par des générateurs électriques installés à bord du navire. L'hélice de propulsion est placée en avant de la nacelle. Comme l'emplacement de la nacelle est désormais indépendant de celui de la salle des machines, les hélices peuvent être montées hors de la zone de turbulence de la coque. La nacelle orientable rend le navire extrêmement maniable. Le gouvernail et les machines à gouverner sont désormais inutiles. Comme il n'est plus tributaire de la poussée de l'eau, ce type de propulsion a un meilleur rendement et réduit la consommation de carburant. Ces propulseurs équipent essentiellement des paquebots de croisière, comme le Freedom of the Seas, le plus grand du monde. Il supprime les vibrations, ce qui améliore le confort et facilite les manœuvres. En pivotant, il génère une poussée latérale qui permet de diriger le navire jusqu'au quai sans l'aide de remorqueurs. Nous allions appareiller avec le Freedom of the Seas. J'avais orienté mes propulseurs à 90 degrés pour sortir du port. Nous avions terminé notre manœuvre quand le capitaine d'un remorqueur qui guidait un autre paquebot nous a appelés par radio. Il était étonné et sans doute aussi un peu déçu parce qu'il venait de voir le plus gros navire du monde quitter le quai avec un fort courant de 3,5 nœuds et sans l'aide d'un remorqueur. En 1927, l'Autrichien Ernst Schneider invente un autre type de propulseur qui équipe actuellement plusieurs bateaux-pompes, remorqueurs et navires contraints de manœuvrer dans des zones resserrées. Ce propulseur, appelé Voigt-Schneider, est formé de pales verticales entraînées par un axe en rotation. En modifiant l'inclinaison des pales, on génère une poussée qui permet de contrôler la trajectoire du navire. Septembre 1852. Ressel apprend que l'amirauté britannique offre une prime de 20 000 livres à celui qui sera à même de prouver qu'il a le meilleur droit à l'invention des navires à hélice, c'est-à-dire la première utilisation de la vis d'Archimède sur les bateaux à vapeur. Ressel envoie aussitôt ses plans. Cinq années passent sans aucune nouvelle. Des diplomates autrichiens relancent régulièrement l'amirauté britannique. Lorsque celle-ci répond enfin, elle prétend que les documents se sont égarés. En vérité, la récompense a été depuis longtemps attribuée à 5 Anglais. Ressel est une nouvelle fois bredouille.
À 59 ans, Joseph Ressel ne se sent absolument pas vieux. Il jouit d'une excellente santé. Mais il est meurtri dans son âme. L'injustice, les déceptions, l'incompréhension et les soucis d'argent ont mis son moral en berne. Ressel fait la connaissance de l'archiduc Maximilien, qui vient de s'installer à Trieste et qui a construit le château de Miramar sur la côte. Ressel aménage le parc et le bois derrière le château. Il implore l'archiduc de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que justice lui soit rendue. Mais même ce haut personnage ne peut rien pour lui. À l'automne 1857, Ressel part en mission dans les environs de Ljubljana, dans l'actuelle Slovénie. Début octobre, il descend à l'auberge Bayerischer Hof. Mais il est pris de frissons et ne quitte pas sa chambre. Il meurt dans la nuit du 9 au 10, probablement du typhus ou de la malaria. Il est enterré dans le cimetière de Ljubljana, à quelques centaines de mètres du lieu de son décès. Dans une de ses dernières lettres adressées à l'archiduc, il avait écrit « L'hélice est une invention autrichienne. Elle doit entrer dans l'histoire comme telle. » La semaine prochaine, voyage dans l'Inde millénaire au temps de la construction du Taj Mahal. Et dans un instant, une petite famille bien tranquille sombre dans le chaos. Et pourquoi donc? Parce que maman retravaille.